Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité pour cette nouvelle saison. Merci de vos suggestions. On a plein d'invités potentiels si on vous écoute. Ils ne vont pas tous pouvoir passer, mais on en a au moins 40 à inviter dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, on en a chopé un. Ça fait longtemps qu'on s'était invité, mais il nous échappait. Il est là. C'est un agriculteur, José Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à toi de m'inviter. Et puis, c'est avec un plaisir que je vais essayer de répondre à tes questions. Merci. En tout cas, il est important pour un pays de manger. Et surtout de manger à partir de son propre sol. Mais on a l'impression qu'ici, on est une exception. Dans le monde, voire dans la Caraïbe, l'agriculture en Martinique, c'est d'abord et essentiellement une agriculture d'exportation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, depuis des lustres, contrairement à ce que les gens disent, nous n'avons jamais réussi à augmenter de manière substantielle le poids de l'agriculture locale pour nous nourrir? Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que si on remonte dans les années, environ une vingtaine d'années de cela, la production martiniquaise était autour de 65 000 tonnes. À l'époque de Socrotma, etc. Donc, il y avait une production locale qui n'était pas loin de nourrir la population. On a régressé. Pas toute mais bon, on n'était pas si loin que ça, parce qu'au fond, aujourd'hui, quand on regarde entre les importations et la production locale, on est à combien? On est de 52 000, 53 000 tonnes de consommation, mais je pense que c'est un peu plus. La production locale, aujourd'hui, c'est entre 25 000 et 30 000 tonnes. Donc, bon, il y a beaucoup de chiffres. Un peu plus de la moitié? Il y a beaucoup de chiffres, mais enfin, la réalité, c'est que on connaît à peu près la production locale. Alors, certains disent 25 000 tonnes, mais si on regarde vraiment les statistiques... Ce n'est pas les chiffres officiels, ça? Oui, quand on parle de la consommation locale, puisque c'est une consommation calculée sur la moyenne nationale, un certain nombre de kilos par habitant, je ne disais pas, on est aux alentours de 60 000 tonnes de consommation par rapport à la population, et on s'aperçoit qu'on a un chiffre, on a un delta entre 25 000 et 30 000 tonnes. Donc, certains disent 25%, moi je dirais qu'on est plus vers 30 000 tonnes que 25 000 tonnes. Parce qu'on a tout ce qui est officiel, donc ce que produisent les OP, on a environ 6 000, 7 000 tonnes, et puis une production qu'on estime à 75% qui passe hors des OP, mais une production qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est comme les cochons qu'on tue à Noël, et forcément ça force les chiffres. Oui, mais les cochons qu'on tue à Noël, c'est une petite partie des cochons, tandis que la production non contrôlée, elle est majoritaire. À mon avis, aujourd'hui, la production non contrôlée représente plus de 75% de la production contrôlée. Bon. Donc voilà, donc on a un chiffre, il y a une partie de la population agricole qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui, quand je dis hors contrôle, ils sont quand même dans des circuits, parce que c'est eux qui vont alimenter les plateformes de SAPRO, etc. Donc ils vont dans les hyper, ils vont partout. On y reviendra, justement. Bon, autre chiffre, la valeur de cette production. Alors on a parlé de production locale qui nourrit les gens, on a vu qu'il y a un souci. La valeur, c'est minuscule. Oui. Allons rétablir la vérité. Alors, c'est partout pareil. Oui, je regardais les chiffres. En France, c'est 3,5% de la richesse créée. Ici, c'est 2,2. Alors, allons donner les chiffres. 2%, ça représente entre 200 et 300 millions d'euros. Oui. C'est 2 hypermarchés en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est tout petit, y compris la banane. Oui. C'est tout petit. Comment vous arrivez à vous faire entendre en représentant une richesse aussi faible? Oui, alors on a en bloquant des aéroports. Non, mais on a plusieurs lacunes. La population agricole a complètement diminué. On a combien d'agriculteurs aujourd'hui? On est passé de 8 000 il y a une vingtaine d'années à 2800. Donc on a une régression. On a un deuxième facteur, c'est la population est très âgée, puisque aujourd'hui plus de 50% de la population agricole, ils ont plus de 55 ans, moi je dirais même 60 ans. 60 ans. On a un vrai problème de reprise d'exploitation, on a un vrai problème d'installation. Donc c'est vrai qu'on a une vraie difficulté. Alors on a fait des projections, dans 10 ans c'est fini. Ah, si les choses continuent comme ça, dans 10 ans, c'est fini. Ouais. 10 ans, c'est même beaucoup. Ils ont entre 70 et 80 ans. Et puis, comme on n'installe pas des jeunes, donc forcément, on va se retrouver avec quelques grosses exploitations et puis une vraie difficulté pour la production locale même, quoi. La production destinée au marché local. Bon, alors, cet état des lieux en préambule n'est pas très réjouissant, mais on a quand même de bonnes nouvelles. Mais revenons à votre élection.
Alors, vous avez été réélu parce que Oui. vous aviez déjà été, on va dire, Depuis un mi-mandat. vous aviez partagé le poste avec votre prédécesseur à mi-mandat. Vous avez été réélu le 10 mars, Dimanche, donc ouais. il n'y a pas très longtemps. Par contre, j'ai fait des petits calculs. Vous avez été élu avec une minorité de voix, Non? 48%. Oui, oui, 48%. Alors, attendez. Oui. Vous savez qu'ici, on aime bien la politique et les Oui. chiffres. Si vos oppositions, OPAM et Martinique, Agri, ensemble, s'étaient réunies, vous étiez battus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il semblerait que le leader de Martinique, Agri, ensemble, soit issu de l'OPAM. Divisé pour mieux régner ou bien... Alors, bon, c'est une élection comme toutes les élections. Ouais. Il faut dire aussi qu'on a un taux de participation relativement faible. Je pense qu'on était le plus faible De France. de France, oui. Ouais. Donc forcément, ça a aussi des répercussions sur le taux. Après, on avait 3 listes. Donc forcément, sous ma liste, j'avais un certain nombre de personnes. Hein. J'ai fait une liste avec la FDSEA où certaines personnes étaient plus ou moins contestées que d'autres. Ouais. Donc bon... Et puis des jeunes. J'ai vu qu'il y avait des jeunes. On a beaucoup de jeunes. Donc finalement, on a fait un choix de liste représentant tous les secteurs du monde agricole, y compris, j'avais Jean-Michel Ayotte sur ma liste, etc. Donc ça, forcément, ça a créé un certain nombre de frustrations pour certains. N'empêche que, bon, on a eu des élections, nous l'avons gagné. Mais vous êtes un fin manœuvrier quand même, José Maurice. Vous êtes balèze en politique. Hein, parce que vous avez réussi à mettre dans votre bureau le patron de l'OPAM, enfin l'un des représentants de l'OPAM. Ce qui fait que, globalement, vous étiez candidat unique. Oui, mais... Et en plus, vous avez la paix. Et en plus, c'est des gens qui vous soutiennent. Hein. Oui. Non, mais quand je regarde les résultats, je suis quand même pas là, je suis quand même réaliste. Ouais. L'OPAM a quand même fait un très beau score. 35 et quelques. 35%. Bon. Moi, j'estimais que, en plus, le président de l'OPAM, c'est quelqu'un avec qui on a cheminé un moment aux jeunes agriculteurs. Ouais. C'est un ami. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous au bureau? Donc, il m'a dit, banco. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, on travaille politique. ensemble, parce que là, Ouais. je pense que très bientôt, je pense qu'il aura d'autres responsabilités au sein même du bureau de la Chambre. Ouais. C'est avec quelqu'un, on partage, on discute. Et puis, vous savez, on a un petit pays, on a une agriculture en grande difficulté, on a besoin de toutes les forces vives. C'est pas la peine de se C'est discuter. pas la peine de se diviser, surtout on est d'accord sur l'essentiel, hein, c'est surtout Ouais. ça. Alors, on va voir si vous êtes d'accord sur l'essentiel, parce qu'on va passer en revue très rapidement. Bon, comment se porte la Chambre d'agriculture en termes financiers? Parce que je me suis laissé dire que vous n'étiez pas en très bonne santé. On a des difficultés, oui, on a de vraies difficultés. Alors, ça vient du fait parce qu'on a une structure financière un peu compliquée. Quand on compare avec une chambre d'agriculture en France, vous avez trois sources de financement. Ouais. La taxe sur le foncier bâti représente 30%, la partie prestation représente 33 à 34%, et puis une autre partie qui vient un peu de la chambre d'agriculture de France, hein, qui représente les 30%. Ici, on a une structure où la taxe représente plus de 50%, sauf que la partie prestation, c'est 4-5%, forcément... Attention, pour que les gens comprennent bien. Prestation, c'est-à-dire... tous les services que nous rendons aux agriculteurs. Voilà, donc Et vous faites payer pour les services que vous rendez par les agriculteurs. Ça représente... 5%. Ouais. Alors, ces 5% devraient être compensés par la CTM, par les subventions notamment de la CTM. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu 2024 et on n'a pas encore eu 2025. J'espère qu'on aura quelque chose sur 2024. Forcément, ça fragilise énormément. Allons parler de ça. Non, mais ça fragilise Parce que énormément notre budget. ça a l'air de vous crisper. Et je comprends que ça vous crispe. Je ne suis pas plus crispé que ça, mais c'est la réalité. Oui, non, mais bon, allons dire aux gens ce qui se passe. Si vous êtes en difficulté aujourd'hui, c'est en partie à cause de la CTM. Oui, ça représente un quart de notre budget, c'est forcément qu'on n'a pas... Alors, donnez-nous les chiffres. Non, en euros, ça donne quoi? On a un budget de 3 millions d'euros à peu près. La subvention 7e, c'est à peu près 550 000 euros. Donc, ouais. Mais quand c'est cumulé, ça fait... Oui, une année, on peut supporter, mais 2 années, c'est compliqué. 2 années, on est parti sur le bon, million. Alors, on est en train de discuter. Alors, j'étais encore ce matin au bureau du président de la 7e pour 2024. Il vous a dit quoi? J'espère pouvoir sauver une partie de 2024. Je ne sais pas si c'est la totalité, mais en tout cas, j'ai quand même des garanties pour 2024. Non, mais attendez, on est en 2026 et 2025, on est d'accord? Non, mais en 2025, c'est presque fini, là. Dans quelques semaines, on passe en 2026. On en est conscient. J'en suis conscient, sauf que moi, si j'ai 2024, ce sera tant mieux. Après, on verra, mais en tout cas, c'est une dure réalité, même. Je l'affronte. Bon, hein. on a un souci majeur, c'est que... Quelles sont les répercussions de ça? Parce que on se dit la chose suivante. La Martinique a été choisie par le Salon international de l'agriculture pour être l'emblème du Salon de 2026. On a l'égérie du Salon, oui. Bon. La vache banane. Pour que les gens comprennent bien, chaque année, il y a une vache. Une région. Une région, et là, c'est la Martinique. Absolument. Et la vache brahmane. Oui, absolument. Bon.
Alors, allons faire un peu d'historique. La vache brahmane, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur la vache brahmane. La vache brahmane, on est bien d'accord qu'à l'origine, c'est une vache indienne. Oui. Voilà, transférée aux États-Unis. Oui. Avec quelques manipulations génétiques oui. et importée en Martinique dans les années 50. Ouais, à peu près, oui. Voilà. Donc, c'est une vache qui est acclimatée et c'est une vache qui fait partie, on va dire, aujourd'hui du patrimoine. Oui, puisqu'il y a quand même il y a vraiment une prise en compte de la génétique. Oui. C'est comme le mouton Martinique. Donc, oui. on a aujourd'hui deux races. Pour faire un peu d'humour, quand Christophe Colomb est arrivé, il n'y avait pas de vache brahmane ici, on est bien d'accord? Mais il n'y avait pas de mouton créole non plus. Non, le mouton créole, c'est un mouton bâtard. On est d'accord? Oui. Bon, alors, la question, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, la question c'est comment vous allez faire pour, en l'absence de financement, comment vous allez faire pour aller au salon de l'agriculture? Alors, c'est clair que la Chambre d'agriculture, vu sa structure budgétaire, où on n'a pas le droit ni d'avance de subvention ni prêt, ni de prêt, on travaille uniquement sur notre propre trésorerie, on n'a pas les capacités aujourd'hui d'aller au salon. Alors, la discussion aujourd'hui... Rappelons combien ça coûte. Parce que oui, on est sous un budget de 500 000 €. Bon. Donc, on a à peu près la moitié en peur privé, qui est à plus ou moins acté, et aujourd'hui, on attend 250 000, la moitié, enfin 220 000 € de la CTM. Bon, de temps en temps, je suis un peu taquin. J'ai passé un coup de fil aux gens du salon de l'agriculture. Ils disent, OK, ils peuvent venir, on va faire des aménagements, mais il faut qu'ils nous payent ce qu'ils nous doivent. Vous leur devez de l'argent? Mais non, enfin, non. Ça a été réglé dans un échéancier. Je pense qu'on Donc vous les remboursez? Non, ça c'est clair et net, on a remboursé. Bon. On a remboursé le commerce podium, c'est la partie location de l'espace. Oui, ça a été fait. Oui. Bon, donc en fait, plus rien ne s'oppose à ce que vous veniez. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc la balle est à nouveau dans le camp du fond, président. Au fond, ça qu'il faut bien comprendre sur le salon, je l'ai dit plusieurs fois. Les salons sont supportés par les régions. Oui. Quand la Normandie, quand la Guadeloupe, quand la Réunion viennent au salon, c'est sur le conseil général ou le département de ces pays-là qui viennent, pas les chambres. De temps en temps, c'est l'État. Exceptionnellement, Mayotte, oui, c'est ça. Mayotte, l'an dernier, il y a une exception. Mais en tout cas, c'est quand même les politiques qui prennent en charge. Nous, on l'a supporté pendant un certain nombre de temps, et vu notre structure financière, on ne peut pas nous permettre de supporter un salon. Même si on a des subventions. Donc aujourd'hui, j'ai dit clairement, c'est dans les camps de la CTM et par peut-être son biais de son bras armé touriste, le CMT. Mais comment des politiques ne comprennent pas que, à la fois en termes d'image, en termes de notoriété, il est essentiel que la Martinique soit représentée dans ce genre de salon? Alors pas seulement, vous parlez du salon de l'agriculture, mais il y a d'autres salons dans lesquels nous ne pouvons plus être représentés. Le salon de l'agriculture, c'est quand même 600 000 visiteurs, c'est l'un des premiers salons de France. Et il n'est pas seulement français, tu as l'ensemble des régions représentées. Pour moi, c'est une vraie carte. Et les régions prennent ça très au sérieux. Même les pays les plus éloignés, comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, ils viennent. Mayotte, avec tous ces défis qui sont venus. Donc, moi, j'ai du mal à convaincre, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas... Restons sur ça. Vous dites, je ne sais pas pourquoi. Ouais, est-ce que vous avez quand même quelques hypothèses? Comment des élus peuvent... Il y a une hiérarchie, on va dire d'urgence, effectivement. Pourquoi vous ne faites pas partie du top 10 des urgences Alors, moi, ce n'est pas ma faute d'avoir appelé des ma cause. Là, je pense que cette fois-ci, je pense que le président Chimi est convaincu parce que j'espère qu'il va mettre les moyens pour cette année. Ce serait complètement anormal qu'on soit la vedette du salon et puis qu'on ne sera pas là. Alors, vous êtes la vedette du salon. En plus, il y a l'éleveur André Prosper, qui est entre autres le président de la CODEM, qui est l'éleveur qui a été choisi. Donc la Martinique va être vue, le nom Martinique va être entendu. En fait, c'est considérable. Et vous ne pouvez pas ne pas être là. Mais pour te dire, ça n'a pas été évident parce qu'on s'est trouvé en concurrence avec beaucoup de régions. Oui, bien sûr. J'ai la chance de bien connaître le président du salon, qui est un ami personnel, et qui fait qu'il a créé une révolution pendant les DOM. C'est la première fois qu'un département outre-mer soit à l'honneur et l'égérie du salon. Donc je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Alors, moi, je pense, là, aujourd'hui, les privés veulent jouer le rôle. J'ai eu des discussions avec Charles Lanchier, avec les MPI. On n'est plus qu'à quelques mois, quelques semaines. Oui, non, mais je pense qu'on va mettre ça en place. Là, il faut réserver l'espace. Il faudrait comme un espace au moins de 450 mètres carrés. Bon, il faut faire le chèque, non mais...
Un demi-million d'euros, hein, on a dit. Oui, c'est ça le prix. L'idée aussi, c'est d'emmener aussi des agro-transformateurs. Puisque bien sûr, on aura tous les grands classiques, Quom, etc. Mais l'idée, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a une masse d'agro-transformateurs qui ont besoin de se faire connaître à l'extérieur. Il serait intéressant qu'ils soient là pour au moins faire découvrir leurs produits. Et ces gens-là, il faut qu'ils les aillent pratiquement gratuitement, ou bien payer une bonne partie. Donc, c'est tout le combat qu'aujourd'hui, je mène avec, je ne sais pas si vous le gagnez, mais en tout cas, il semble que le président il soit convaincu comme moi-même. Après, il faudrait que aussi les services et tout ça se suit, parce que entre la volonté politique et puis la réalité des choses, des fois, il y a des fois des boulevards. Mais bon, j'espère que ce coup-là, Rappelons que l'année dernière, vous n'avez pas été présent. Non, parce pour des raisons financières. Pour les mêmes raisons financières. La Chambre ne peut pas porter le salon, ça c'est clair et net. Il peut être l'organisateur, faire tout, mais financièrement, on ne peut pas porter le salon. Autrement, je me trouve en difficulté dès le mois de janvier. Bon, Serge, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut faire un chèque pour José. Surtout que, bon, très honnêtement, vous êtes dans le camp de Serge Letchimy. Serge, un ami. Vous êtes membre du PPM. Avant, je suis ami avec Serge Letchimy. Oui, ça c'est l'amitié, mais la politique. Après, parce que vous avez été un élu. J'étais même membre du bureau du PPM. Ah ben alors. Non, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il n'y a rien qui s'est passé. Moi, je suis président de chambre aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à tout ça pour mais vous avez toujours votre carte? Non, je ne l'ai pas. Vous êtes comme beaucoup de gens du PPM, on ne sait pas où vous êtes, quoi. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec le PPM. Simplement, je me suis dit qu'en tant que président de chambre, parce que dans mon bureau, j'ai des gens de PIA, j'ai des gens aussi de Catherine Concon. Donc, je voulais être le plus neutre possible pour ne pas avoir de problèmes particuliers. N'empêche que j'ai quand même de bonnes relations avec la CTM, avec certains élus de la CTM, oui. Avec tout le monde d'ailleurs. En termes de marketing, vous avez un avantage compétitif sur certains. Vous êtes connu, vous avez été un élu du conseil régional, vous avez été à l'initiative des premiers salons de l'agriculture. Absolument. Oui. Bon, alors, autre problématique, on est là pour passer en revue les problématiques avant d'aborder les bonnes nouvelles. Il y a un vrai souci avec le FEADR. Alors, on va rappeler aux gens. Alors, c'est un fonds européen, ça s'appelle le Fonds européen agricole pour le développement rural. Et il y a 3 fonds structurels. Celui-là, il concerne l'agriculture. Et là, vous avez toute une série de jeunes qui sont devenus fous quand on leur a dit la fin du FEADR sur l'ancien programme, pas le nouveau qui arrive, l'ancien. Celui-là, il a duré près d'une décennie. Éternellement. C'était le 30, ah ben c'est plus le 30, c'est le 15, il faut envoyer vos dossiers et on leur a dit ça un vendredi pour le lundi. Bon, la forme est, on va dire, guignolesque. Par contre, sur le fond, ça veut dire qu'il y a des millions d'euros qui sont en dégagement d'office. Vous confirmez ou pas? Alors, je n'ai pas les chiffres. Non, mais est-ce que ça existe vraiment? Oui, il y a un dégagement d'office, pas seulement sur le FIADER, c'est sur l'ensemble des fonds, y compris le FSE. Faites attention, vous allez vous faire taper sur les doigts. On est dans l'agriculture, n'allez pas chatouiller Serge Letchimy sur le FSE. Non, j'ai dit que sur l'ensemble des fonds, il y a probablement des grandes choses. Je n'ai pas les montants. Je sais que c'est moins important que ce qu'on avait prévu au départ, parce que c'était plus ou moins catastrophique. Mais c'est le fonds qui perd le plus. Hein. C'est le fonds qui perd le plus, oui. Parce que, mais au fond, il y a plusieurs problèmes. Mais comment vous expliquez à des gens qui ont déposé des dossiers il y a 3 ans que, de toute façon, ils ne vont pas être aidés sur celui-là, peut-être sur l'autre, le prochain, mais surtout que ce n'est pas un problème d'argent, puisqu'il y avait du fric. Non, mais ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de la structuration même du FIADER. On l'a dit depuis longtemps et je le dis encore aujourd'hui. La structure est trop longue. On ne peut pas prendre 3 ans pour investir. Quand on a un choix d'investissement, en 3 ans, l'environnement économique change, ce n'est pas les mêmes projets, donc ce n'est pas même la réalité du marché. Donc moi, je pense qu'un dossier comme ça, maximum 1 an. C'est-à-dire qu'entre la décision d'investir, le dépôt du dossier et les premiers sous, c'est 1 an maximum. Alors expliquez aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent strictement rien. Vous voulez monter un élevage de poussins, je dis n'importe quoi. Vous êtes éligible à des fonds européens, vous déposez un dossier, il est instruit, on vous donne une réponse positive, vous aurez 60, 70%, 80% de la somme. C'est ça, oui. Mais vous devez impérativement débourser les sommes, 100%, 100%, et ensuite être remboursé par les fonds européens. Mais pour
pour mettre l'argent sur la table, il faut un banquier. Non, mais c'est toute la difficulté des fonds européens qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une partie des exploitations, surtout les exploitations qui en bénéficient, parce que la base financière, même on a un projet de 100 000 euros, où on sait qu'on a 70 000 euros, mais il faut trouver les 30 000 euros. Sauf que quand on va voir la banque, il ne doit pas être pas 100% il doit pas être 70% des fonds européens qui te font un apport personnel. Et si derrière, il n'y a pas un relais, alors ça peut être au niveau de la CTM ou ailleurs, mais il faut donner un relais pour garantir, le financement à 100% et récupérer 70% après le paiement. Mais tant qu'on n'ira pas vers ça, on aura les mêmes problèmes 5 ans après. Que font les banquiers ? Ils sont réticents, mais c'est comme un banquier. Pourquoi ils sont réticents? Parce que je me suis laissé dire qu'il y avait des banques qui disaient « c'est fini, nous, on ne finance plus d'avance, parce que quand on doit récupérer les 70% en question pour nous rembourser, eh bien, la CTM ne nous paye pas. » Non, je comprends un peu le comportement de certaines banques. Au fond, on te fait un prêt sur 1 an. Ouais. Mais 3 ans après, tu n'as pas encore les sous, forcément les intérêts. Alors là, c'est même pas 70%. Je pense qu'on est à ce moment-là, si on compte les intérêts, on est à peine 50% de subvention. Donc c'est un peu compliqué. La banque est obligée de refaire des crédits sous crédit, enfin, prolonger les crédits. Donc, mais quand est-ce que vous allez vraiment taper du poing sur la table? Alors, il y a des promesses. Hein. Oui, il y a des promesses, oui. Et les promesses, semble-t-il, c'est fini cette époque où on traitait les dossiers en 3 ans. Là, on vous garantit que c'est en 6 mois. Alors, on a pris des engagements. Alors, ils ont demandé à la Chambre d'accompagner sur les fonds. Je rappelle que la Chambre d'agriculture a géré le premier fonds européen qui s'appelle le CUP. Pour la diversification végétale et animale, on a eu une consommation de 120%. Mais c'était normal parce qu'on connaissait les agriculteurs, on connaissait le dossier. Donc voilà. Après, pourquoi on ne vous donne pas le FEADER? Après, il y a eu plusieurs changements. Au moment où l'État l'a repris, c'est passé à la CTM. Bon, on est prêt à accompagner la CTM parce qu'on a quand même un savoir-faire. L'idée pour nous, c'est de voir comment qu'il y ait une vraie démocratie dans l'utilisation des fonds, parce qu'au fond, il y a des gens qui ont besoin d'une motobineuse qui coûte 15 000 euros et qui n'ont pas accès, alors qu'ils ont besoin de ça peut-être pour augmenter leur production, pour mieux gagner leur vie. Donc, il faudrait, qu'on démocratise cette histoire de FEADER. Et avec la CTM, comment pour le préfinancement? Alors, il y a une idée qui est en cours, c'est de dire qu'à partir du moment où le dossier est déposé, qu'il y a une avance de 50%. C'est vrai que ça va faciliter tout. Comment un organisme qui a une difficulté financière peut vous avancer 50%? C'est ça qui est dans la discussion. Alors, oui, mais c'est pas une banque. Mais c'est 50% des fonds européens, c'est pas des fonds propres à la CTM. Ah d'accord. Non, quand j'ai dit 50%, c'est sous le FEADER. C'est sous le FEADER. Oui, mais attends, ça n'existe pas dans la réglementation, ça. Non, mais ça a été discuté largement. Bon. Après, c'est vrai que ce serait une aubaine, parce qu'au fond, au lieu d'aller prêter, si on a un projet de 100 000 euros, là, de demander un prêt de 100 000 euros, on est plus facile à demander un prêt de 50 000 euros, sachant que dans les 50 000 euros restants, on aura quand même 20 000 euros, donc il reste 50 000 euros. Donc je pense qu'il y a des choses ça progresse. Ça progresse. Alors, c'est vrai qu'on connaît la difficulté de la CTM, franchement, ils sont en grande difficulté. Ceux qui se disent que ça devait s'améliorer, tant mieux, j'espère, parce qu'autrement, ça sera compliqué pour la Martinique. Parce que vous n'avez aucune garantie que ces 6 mois soient tenus. Hein. Non. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je dis non. Si les 6 mois ne sont pas tenus, c'est eux qui s'engagent sur 6 mois. J'espère que ça va être écrit. Si les 6 mois ne sont pas tenus, automatiquement, c'est préfinancé. Il y a des gens qui émettent cette idée. Non, alors, les 6 mois, il faudrait que chacun joue le rôle aussi. Il faudrait que les agriculteurs, je dis apporter un dossier, demain matin. Quand je dis 6 mois, c'est un dossier bouclé. Moi, je n'ai jamais dit 6 mois parce que je pense que c'est un peu court. Moi, je pense qu'entre le dépôt des dossiers et le paiement, 1 an me paraît raisonnable. D'accord. Bon. Mais il faudrait aussi que tout le monde joue le jeu. L'agriculteur dépose un dossier complet. Et une fois le dossier complet avec l'attestation, à ce moment-là, on peut mettre en place le compte en rebours. Mais en tout cas, moi je pense qu'un délai de an, c'est raisonnable, mais payé. Payé. C'est ça. C'est ça, oui, non, mais. C'est ça, non, c'est ça le problème. Là, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que. C'est vrai que je dis que 6 mois, ça me paraît un peu court, mais j'estime qu'un dossier déposé en janvier, en février, payé en novembre, décembre, ça peut être raisonnable. Alors, on va continuer à parler argent, parce que c'est ça le nerf de la guerre, notamment pour les agriculteurs. Le POSEI. Alors, le POSEI, ça n'a rien à voir avec les fameux FEADER. Ce sont des subventions qui sont théoriquement liées, pour l'instant, à la production. À la commercialisation. Mais bon, oui. Pour commercialiser, il faut produire. Hein. C'est ça, oui. Enfin, plus vous produisez, plus vous touchez de POSEI, théoriquement. On va dire ça comme ça. Oui. Bon. Et là,
il y a des gens qui ont pris des décisions, notamment au niveau du gouvernement, et les planteurs de bananes sont furieux parce que, alors, les planteurs de bananes martiniquais, on va dire moyennement, les planteurs de bananes guadeloupéens sont fous parce qu'on a pris leur argent, une partie de leur argent, une toute petite partie, il ne faut pas non plus exagérer, environ 2 millions d'euros, et on l'a donné on l'a réservé à la diversification martiniquaise. Alors, vous comprenez que les Guadeloupéens sont furieux. Enfin, les Guadeloupéens, ils sont furieux. Mais enfin, attention, ils regardent cette émission. Oui, mais à la limite, je le dis, hein, furieux, ils ne savent même pas, parce qu'en fait, la Martinique dit on prend 2 millions, et la Guadeloupe dit on prend 2 millions. Au fond, c'est qui on prend sur qui? On a une enveloppe de 139 millions pour le POSEI, on prend 2 millions d'euros sur le POSEI, sur un projet qui a depuis 3 ans, puisque la demande du CTEA, contrat territorial en agroécologie, c'est une idée que nous avons émise depuis un certain nombre de temps, disant que 75% de la production locale passe hors circuit organisé. En plus, le POSEI date depuis la Sarkozy, donc depuis plus de 20 ans. Il y avait lieu de trouver une solution. La solution, la 7e l'a imaginée en disant qu'on crée une structure d'aide découplée, enfin d'aide à surfacique. Ouais, au lieu de financer la production, on aide, mais c'est très limité, parce que c'est quand même 5 hectares maximum, 10 000 euros maximum, et 3 000 euros supplémentaires pour ceux qui vont dans la diversification animale. Donc, José, voilà ce qu'on va faire. Comme ça devient un peu technique, et que là, à mon avis, ils sont un peu essoufflés, notamment les agriculteurs, parce qu'on n'a parlé que de trucs négatifs, on va faire une petite pause, et on va revenir, on va déjà régler ce problème du POSEI, et puis on a d'autres questions. A tout de suite, et surtout, ne zappez pas. Vous êtes sûr que vous voulez être agriculteur, hein? Bon, en tout cas, moi, je vous y encourage. José Maurice, qui est le président de la Chambre d'agriculture également, qui vient nous avouer que lui aussi, il a son fils qui reprend l'exploitation avec lui. Alors, on était sur le POSEI. Alors, le grand débat, c'est... les bananiers disent qu'il ne faut pas toucher au POSEI. D'ailleurs, il y a des petits jeunes là qui sont super remontés. Ils l'ont fait savoir au préfet. Il ne faut pas toucher au POSEI, il faut augmenter l'enveloppe POSEI pour spécifiquement, on va dire en priorité, la diversification. Alors pour les gens qui nous écoutent, diversification, c'est tomates, igname, patates douces, tout ce qui est légumes, fruits, etc., sauf les cultures, les monocultures, canne et banane. Voilà. Mais il y a des menaces majeures sur ça, hein, sur le POSEI. Il y a le chef de la Commission européenne, Mme van der Leyen, qui a dit, de toute façon, moi, je vais finir ça. Oui. Je sucre le POSEI. Alors, sucrer le POSEI, ça veut dire menacer... Alors, il n'y a pas que la Martinique, le POSEI. Le POSEI, c'est toutes les régions ultra-périphériques. Absolument. Okay, le Canaries, Madère, et puis Madère, absolument. Bon, la Guadeloupe, Martinique, Guyane. La Réunion. Bon, donc ça, c'est une menace, parce qu'il faut repartir dans une nouvelle négociation qui devrait s'achever en 2028. C'est bien ça? Qui commence vraiment en 2027. Voilà, sur le POSEI. Mais vous devez être très inquiet. Oui, alors, pendant qu'on se bat pour 2 millions d'euros, c'est vrai, je pense que c'est un combat d'arrière-garde. On se bat. Et ils vont être contents. On se bat pour 2 millions d'euros. Je ne sais pas dire que. Moi, je vous dis qu'il faut aider toutes les formes d'agriculture. Oui. On ne peut pas mettre de côté les gens qui fournissent 75% de la production locale et leur garder en chaîne de faïence parce qu'ils ne sont pas dans un DSOP pour ne pas les aider. Moi, j'ai toujours donné ce discours-là. Je le tiens devant Banamort. Je sais que ça ne fait pas toujours beaucoup d'amitié, mais enfin, je suis conscient de ce que je dis. Après, on a un vrai chantier. C'est même pas seulement finir avec le POSEI, mais c'est une diminution de 20% sur notre global des fonds européens. La deuxième chose, et ce qui m'inquiète surtout, c'est que ce sera géré directement par la France. On sera logé à la même enseigne. Alors, expliquez ça aux gens. Jusqu'à maintenant, ces fameux fonds POSEI, donc pour une aide à la production, on va dire ça comme ça, sont gérés par les fonds européens. Oui. Entre guillemets. Enfin, l'Union, on va dire l'Union européenne, la Commission, qui verse à un organisme qui s'appelle l'ODEADOM, qui lui-même verse à un certain nombre de distributeurs. Par exemple, pour la viande, c'est l'AMIV. C'est l'AMIV, voilà. Et puis pour les coopératives directement. Voilà, alors, la crête, c'est que Van der Leyen veut dire, bon, moi, ok, je vais vous donner des aides, de toute façon, on est obligé de vous donner des aides, mais c'est le gouvernement français qui va gérer. En gros, il dit, je pense que c'est vraiment la suppression de l'article 349 qui régissait plus ou moins les régions ultra-périphériques. Parce que moi, aujourd'hui, on a beaucoup plus de bonnes relations avec l'Europe qu'avec la France.
surtout avec le ministère de l'Agriculture, mais il faut le dire. Donc aujourd'hui, on sera logé à la même enseigne. Alors l'enveloppe, premièrement, elle sera une enveloppe globalisée, parce que Mme Alien dit, je m'occupe de la guerre, je ne m'occupe plus de... Oui, moi, je travaille avec l'Ukraine, sur l'Ukraine. Oui, qu'en met l'Europe. Ouais. Enfin, ça, c'est son choix. Mais en tout cas, bon, mais ces choix-là ont des conséquences. Et les conséquences, c'est que pour la France, pour Madère, pour l'Espagne, et pour le Portugal. Alors l'Espagne a moins de ce problème parce que ce sont des régions autonomes. Donc l'enveloppe ira vers ces régions autonomes. Mais nous, on sera dans la grosse masse française où on sera traité en même titre que les céréaliers, les viticulteurs, etc. Donc comment on connaît déjà les relations comme avec le ministère de l'Agriculture qui, pour ne pas cacher un certain mépris pour nos agriculteurs des DOM, je pense qu'on aura une vraie difficulté. Sauf s'ils disent, bah, écoutez, on va faire comme les fonds européens, on va les donner à CTM. Là, vous êtes content. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui se. C'est pas ça. Non, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est ce que Letchimy négocie. Et il avait demandé au départ. Ouais. Il y avait un moment qu'on parlait de revoir un peu la politique des fonds européens. Il s'est fait un moment qu'on parle d'aller vers les régions. Vers les États qui peuvent aller vers les régions. Mais il ne semble pas que c'est ça. Mais les gens qui ont le plus à perdre dans cette histoire-là, c'est pas tant la diversification, c'est les bananiers. Hein. Tout le monde. Tout le monde, parce qu'au fond, vous avez une masse qui est une masse financière, enfin, en gros, l'enveloppe pour l'agriculture française et outre-mer dans un même lot, qui va gérer les politiques et de l'agriculture française et plus les DOM. Et bon, le céréalier, il a 2 heures de voiture du ministère. Nous, il faut qu'on prenne l'avion. Donc, on a vraiment une crainte. Et je crois qu'il y a un vrai combat à faire. Au lieu de se battre pour 2 millions d'euros, parce qu'en fait, on est en train de se battre pour, si c'est pas que 2 millions, c'est rien, mais je pense que le combat aujourd'hui, c'est comment sauver. Ouais. Au début, c'est 2 millions, et puis après, c'est peut-être 50 millions. Oui, non, mais la menace, c'est quand même 20% de moins. Ouais. C'est-à-dire quand même ça, sur une enveloppe globale. C'est vrai que c'est le cœur du débat. Ça fait beaucoup. Et puis la deuxième fois, comment s'assurer que nos fonds seront préservés au niveau national. Et je crois que c'est le vrai combat qu'on doit faire, au-delà de toutes les différences qu'on pourrait avoir avec Kanban, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat unitaire à faire pour comment sauvegarder l'enveloppe. Après, on vit entre nous, mais c'est ça, c'est un peu le débat. Est-ce que c'est un problème de montant ? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut faire réellement ? Parce qu'il faut dire que la banane, c'est plus de 50 000 tonnes, c'est 135 50 000 tonnes. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, mais les autres départements le voient. Et c'est sûr que les Guadeloupéens, les Guyanais disent, oui, mais telle enveloppe. Donc, il faut qu'on ait ce débat-là. Ouais. Et si on veut bien la protéger, il faudrait qu'on soit d'accord entre nous et ne pas faire de querelle pour... Bon, on a bien intégré votre message à la paix. Oui. On espère qu'il va être entendu. Allons aborder notre sujet. Les Martiniquais ne veulent plus travailler dans la banane. L'immigration étrangère. Alors, je vais vous les citer quand même. Au début, on a fait appel à des Saint-Luciens, notamment dans la Canne. On a fait appel à des Dominiquais. On a fait appel à des Haïtiens. Oui. Et puis là, maintenant, on fait appel à des Costaricains. Non, mais jusqu'où ira-t-on ? Alors, ça va peut-être te faire rire. J'étais à une réunion à la préfecture jeudi après-midi sur les métiers en... Attention. Je n'ai pas ouvert la liste, mais il devait avoir 70. Donc, 70, c'est 70 métiers. Oui, et heureusement qu'on n'a pas tout retenu, parce que c'est toutes les activités. On est dans un pays où il y a un chômage structurel. Non, mais ça me pose plusieurs problèmes. Il y a des écoles qui font des formations. Ouais. On a la formation, on a des formations, on a aussi la formation continue. Et quand on regarde dans le BTP, c'est pratiquement tous les corps du métier des BTP qui sont en tension. Mais il n'y a pas que. Donc, au fond... Comment les agriculteurs, on arrive à, entre guillemets, avec tout le respect que je leur dois, à importer des ouvriers qui viennent du Costa Rica. Alors, je me suis renseigné. Hein. $400 par mois au Costa Rica, entre 1 500 et 2 000 euros ici par mois. Il faut les héberger en plus. Bon, tranquille, quoi. Les mecs, ils préfèrent venir ici que rester au Costa Rica. Oui, certainement, oui. Bon, c'est un choix. Ça concerne pour l'instant essentiellement les bananiers. Alors, mais à terme, vous allez être obligé parce que... Alors, on m'a signalé un nouveau truc. Il y avait beaucoup de Haïtiens qui travaillaient dans les champs vivriers, on va dire ça comme ça, le maraîcher. Le maraîcher, oui. Alors, notamment des ouvriers. Mais ils veulent des contrats. Alors, comme les petits agriculteurs n'ont pas forcément les moyens de faire des contrats, ben, ils refusent, ils vont ailleurs. Et notamment, dès qu'ils ont des papiers, ils s'en vont. Ils vont en Europe de l'Est, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, moins aux États-Unis maintenant. Oui, avec Trump, c'est compliqué. Mais ils vont en Europe de l'Est. Bon. Bientôt, vous n'aurez plus d'Haïtiens pour gérer vos trucs. Vous allez prendre qui ? Alors,
Alors, ce qui change, alors j'étais à la réunion, je suis avec beaucoup d'attention, ce qui change aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a sous la liste, à partir de là qu'on a une liste de métiers en tension, on n'a pas besoin de faire comme avant et faire l'offre à la NPE, attendre qu'il y ait des candidats, etc. Vous prenez les gens. Je peux prendre quelqu'un directement, maman. Non, mais c'est ça. Non, mais vous vous rendez compte? C'est la réalité, mais au fond, mais ce n'est pas de ma faute si les Martiniquais ne veulent pas travailler. Mais la question, c'est pourquoi ils ne veulent pas travailler? Alors, et je me pose la question, il faut le poser un peu à tous les employeurs de la Martinique. Moi, je vous la pose à vous. Alors, en agriculture, on peut comprendre un peu, parce que c'est quand même un métier assez pénible. On a beaucoup amélioré, on a beaucoup mécanisé, on a beaucoup innové. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins pénible qu'il y a une vingtaine d'années. Et au niveau des salaires? Les salaires, si on règle les salaires, en tout cas, ceux qui jouent le jeu, on a une convention collective, les salaires en agriculture sont acceptables. Au SMIC, on est mieux payé, ils sont mieux payés qu'une caissière. Hein. Ouais. En plus, on a des horaires aménagés, donc... Oui, mais peut-être que l'objectif de jeunes Martiniquais, ce n'est pas forcément d'être payé comme une caissière. Hein. Ou un peu mieux qu'une caissière. Oui, mais on a une société avec ses composantes. Il y a il y a les chefs d'équipe, il y a les ingénieurs, il y a aussi des salariés. Mais le salarié aujourd'hui au SMIC, il est à 1 400 € chez nous. Alors on va changer de sujet parce qu'on en a plein. Pour conclure, on va dire que vous n'êtes pas les seuls, puisque l'essentiel des ouvriers qui sont dans les récoltes dans le sud de la France notamment, ce sont des Marocains et des Tunisiens. Donc, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, oui, donc ici, on n'échappe pas à la règle mondiale. Alors, j'ai fouillé dans mes dossiers et j'ai entendu BIP. Et le BIP, c'est un truc qui s'appelle le Féroce. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était un appel à projet sur l'approvisionnement local de la restauration scolaire, des démonstrateurs territoriaux, enfin un truc compliqué. Les démonstrateurs territoriaux, oui. Voilà, bon, l'idée c'était de favoriser, de mettre de l'argent sur la table pour favoriser... alors au départ, c'était la CODEM, et puis la CTM a récupéré ça, notamment le conseiller exécutif à l'agriculture, et puis la question c'est... Qu'est-ce que c'est devenu? Vous êtes au courant de ce que c'est devenu? Parce qu'il y en avait pour 8 millions d'euros au total. Hein. Alors, moi, dans ce projet-là, il y a un projet qui me tient à cœur et que j'ai essayé de porter dans une mandature où j'étais conseiller régional, c'était la plateforme logistique. Dans la partie démonstrateur, il n'y a qu'un élément que je retiens, c'est la plateforme logistique. L'idée, c'est quoi? C'est de rassembler sur l'ancien site qui appartient aujourd'hui à la CTM, qui a toujours appartenu à la CTM, qui était un ancien ex-groupement, c'est de faire de ça une plateforme en regroupant l'offre. Alors, l'offre, pour l'instant, ce sont les 5 ou 6 OP qui représentent à peu près 5-6 000 tonnes de production. Et voir comment mutualiser tout ça pour avoir un vrai lieu et puis aussi pour s'adresser à la restauration collective. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une dizaine de coopératives, chacun sont 900 tonnes, 800 tonnes. Il y a même des petites coopératives qui font 800 tonnes, qui ont une voiture de fonction. Oui, qui ont des difficultés. Une voiture de fonction. Qui ont des difficultés et puis qui payent difficilement les agriculteurs parce qu'il y a un taux de prélèvement trop important. Ouais. Donc l'idée, c'est de voir comment mutualiser tout ça et permettre de donner un peu de perspective sur la partie végétale. Bon, donc, en tout cas, vous n'avez pas de nouvelles de Féroce. Il n'y a que cette partie-là qui est dans Féroce, qui est dans Féroce, qui m'intéresse. Mais est-ce que ça a disparu? Je ne sais pas. Enfin, mon visage. Bon. Tu sais, les grands. On va les laisser souffler. D'accord, je vais même dire ça. On va les laisser souffler. Oui, bon, il y a un autre problème. C'est cette fameuse SAFER. Oui. OK? Je suis désolé, José, mais on est quand même obligé d'en parler. Il y a un organisme qui, théoriquement, doit préempter, pour les gens qui nous écoutent. C'est quand quelqu'un va acheter un terrain agricole, la SAFER, si ce n'est pas très catholique, entre guillemets, la SAFER a le droit d'acheter le terrain à la place de... préempter, Mais c'est des gens qui sont dans une situation financière catastrophique, c'est bien ça? Oui. À cause de qui? Non, attends. Non, mais oui, c'est le principal financement, enfin, pour dire 100% du financement vient de la CTM. À mon avis, vous allez monter un club de gens non, mais c'est aussi un problème. Sont en difficulté, là. Mais c'est un problème aussi. Quand 100% du financement vient d'un seul organisme, ça pose un véritable problème. Alors, là, ça fait souffle. Est-ce que la CTM n'a pas mis... Mais ça date de Marie-Jeanne, et puis du conseil régional avant. Est-ce qu'ils n'ont pas mis trop de trucs sur leurs épaules? À mon avis, oui. Oui, je pense que c'est ça. Une SAFER, normalement, vit des transactions. Sauf qu'ici, il n'y a pas de transactions. Donc, forcément, ce qui est important dans la SAFER, c'est le droit de préemption, parce que tu les perds. On explose le prix des terres agricoles. Après, il faudrait peut-être... Il y a une audit là. Je n'ai pas encore eu les conclusions de l'audit, puisque ça a été fait par la SAFER France. Je pense qu'il dit un certain nombre de choses dans l'audit.
Mais très certainement, il faudrait revoir un peu son fonctionnement, parce que s'il y a très peu d'affaires, est-ce qu'on a besoin d'une affaire aussi puissante? Moi, je ne dis pas ça. Moi, je pense que ce qui est important de sauvegarder, c'est le droit de préemption. Donc, il n'y a que la affaire qui peut garantir ce droit de préemption. Il faudrait revoir un peu comment son fonctionnement. Est-ce qu'il y a... Moi, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. En tout cas, le constat que j'ai fait aujourd'hui, une affaire qui aujourd'hui dépasse 100% d'une collectivité en difficulté, forcément, elle est en difficulté. Surtout qu'on n'est pas sur des montants colossaux. Hein, moi, je me suis renseigné, un hectare de terre agricole, ça coûte entre 5 000 et 10 000 euros. Au maximum, oui. Bon, on n'est pas dans les trucs de villa, là. Non, non. On n'est pas sur des montants colossaux, ça devrait être accessible. Non, mais au fond, et ça pose un peu le problème quand on parle de domestication des droits, etc. On a des structures nationales qui, dans leur région, ont des financements parce qu'il y a une activité, et on crée les mêmes choses ici, mais qui ne produisent pas les mêmes... on crée aussi des difficultés. C'est un peu la même difficulté de l'agriculture. Enfin, attendez, on est quand même... Bon, c'est vrai que c'est le débat du Congrès, hein, le futur Congrès. Bon, on est quand même des trucs un peu inacceptables. La SAFER, souvent, va louer des terres. Très peu. Très peu, bon. Ça arrive. Ça arrive, oui. Théoriquement, l'agriculteur devrait se dire, c'est pas ma terre. Non. Et il construit sa maison dessus. Il y a eu des cas. Non, mais il y a eu des cas. Je me suis renseigné, il y a beaucoup de cas de squattérisation de terres. Mais plus on ira... Attends, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie déprise agricole. Moi, j'estime qu'on a environ 3 000 à 4 000 euros hectares de déprise agricole. Ce que j'appelle déprises, ce sont des gens qui arrêtent leur activité, qui n'ont pas de repreneurs et que les terrains sont abandonnés. Et il y a des arbres qui montent dessus. Des arbres qui montent dessus, qui peuvent être transformés après en zone classée boisée, qui est même un danger, parce qu'au fond, on pose le problème de foncier, il manque du foncier. Non, il n'y a pas un problème de foncier agricole, il y a un problème de disponibilité du foncier. Puisque si on regarde bien... D'accessibilité. D'accessibilité, oui, puisque il y avait je me rappelle quelle année, on parlait de 40 000 hectares. Si on revient dans les 22 000 hectares de SAU, plus les 15 000 ou 16 000 hectares de zones boisées ou de zones non utilisées, on n'est pas loin de 40 000 hectares. Donc, forcément, il y a un problème d'utilisation du foncier et d'accès au foncier, sans compter qu'il y a à peu près 3 000 hectares en indivision. Donc, on a du foncier qui pourrait effectivement être disponible, mais il faut une vraie politique. Et moi, je dis ça, moi je le dis souvent, il faudrait que la SAFER ait un espèce de, comment dire ça, pas un conciliateur, un négociateur. Un médiateur. Oui, un médiateur, même pas un médiateur, un négociateur qui va avoir un terrain vide, chercher, parce que au fond, si on veut sortir de cette histoire de problème du foncier pour les agriculteurs, on ne peut pas simplement faire du constat, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'une SAFER qu'un négociateur bien filé, comme Khaldi Kaino, qui est capable d'accompagner les propriétaires, etc., leur donner un certain nombre de garanties, on peut libérer un certain nombre de terrains. Il y a une deuxième chose aussi, et c'est le problème de la transmission. Et quand un type qui laisse une exploitation agricole à 70 ans, et qu'il sait que sa retraite, ce sera 600 euros, 800 euros. Donc, on a ce problème-là. Et on a proposé, un peu à la CTM, un peu aussi à l'État, un peu le même schéma que les chauffeurs de taxi, le taxico, inciter les gens à partir avec quelque chose. Avec une somme. Avec la garantie qu'ils louent à un jeune, et même former ce jeune-là. Mais il faut faire bouger les choses. Mais ça ne dépend pas. Nous, on peut avoir les idées comme commission d'agriculture, mais ça dépend à la fois de la CTM, ça dépend aussi de l'État. S'ils veulent faire bouger les choses, on peut faire bouger, oui. Alors, Letchimy a conscience que c'est une vraie problématique. Alors, il défend la diversification notamment. Et puis, il a dit à ces gens de la CTM, il faut mettre des terres à disposition des jeunes agriculteurs. Alors, le problème, c'est que... Alors, il n'est pas au courant. Je ne pense pas qu'ils sont au courant, mais vous allez lui dire. C'est que, par exemple, à Ducos, il y a des projets. Vous êtes au courant. Le problème, c'est qu'il y a 100 hectares. Hein, c'est considérable. De terres mis à disposition des jeunes, elles sont chlordéconnées. Donc ça veut dire que la seule agriculture qu'on peut faire dessus, c'est des arbres fruitiers, par exemple. Non, pas forcément. La tomate. Oui,
Oui, et les piments. Oui, d'accord, mais... Tout ce qui est au sol. Oui. Ça dépend du taux de contamination. Parce que, oui, non, mais ça. Ça coûte plus cher. Non, pas forcément. Du hors-sol, ça coûte plus cher que du... On est d'accord. Non, mais attends, quand on dit du hors-sol, pas forcément hors-sol, ça dépend du taux de contamination, mais un sol contaminé n'empêche pas qu'on fasse du piment, de la tomate, tout ce qui est hors-sol, oui. à plus de 10 cm du sol. Donc, croire qu'on tient un chlordéconé sur un terrain et qu'on ne peut pas utiliser, c'est faux. Non. On ne peut pas faire des tubercules. Ça limite. Il faut leur dire. Ça limite pour les cultures de pasta et de patates douces, d'igname, de dachine, etc. Mais et puis pas d'élevage. Pas d'élevage. Pas d'élevage. Non, pas d'élevage. Autrement, l'élevage en hors-sol. Bon, alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi vous ne vous asseyez pas à côté de l'Etchimi, en face des gens qui vont décider quelle terre ils vont donner, pour leur dire, les mecs, vous avez 400 hectares de terre saine, pourquoi vous ne donnez pas celle-là? Oh, je ne suis pas négociation de terrain. Non, mais vous êtes au courant. Non, mais je pourquoi on garde moi, je suis en train de relancer la production de l'igname. Ouais. L'igname ne peut se faire que sur des terrains non de chlordéconé. Donc, partout où il y a des terrains de chlordéconé, pour moi, c'est une priorité. Et il faut que ces terrains-là restent au niveau du monde agricole. Parce qu'on a des menaces, effectivement. On siège dans les PLU, on siège partout. C'est des PNAF. On essaie de garder et au maximum le volume de terres agricoles. Mais quand on me parle d'installation, des jeunes, parce que c'est le thème aujourd'hui, ici il y a quelqu'un qui est partisan, qui se bat pour l'installation, mais l'installation aussi doit être revue dans sa globalité, parce que moi je ne suis pas prêt non plus à installer des jeunes au casse-pipe. Parce que là, vous leur dites, voilà la liste exhaustive des choses que vous allez pouvoir planter. Oui. Et cette liste-là, elle est plus courte que la liste qu'ils auraient si les terres étaient saines. Absolument, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi l'accompagnement, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont installés, qui sont en difficulté, 3 ans, 4 ans après. Oui, non, mais ça, donc il y a et puis il y a aussi l'environnement économique, la commercialisation, on parle de la plateforme logistique. On va parler. C'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, si on donne un jeune, et on veut donner les jeunes des perspectives d'installation, il faut que derrière, que l'environnement autour d'eux sera bien clair, précis. Parce qu'on est au type de planter des bananes jaunes. Cette année, les bananes jaunes, c'est vendu à 50 centimes. Le type fait son prévisionnel à 1 euro, 50 centimes, il perd 50% de ses recettes. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'installation. Il faut installer les jeunes, mais il faut qu'on arrive à modifier l'environnement économique pour vraiment les accompagner, pour qu'ils ne soient pas en difficulté 2 ans après. Alors, il y a une autre problématique, c'est vous avez évoqué le fait que 75% de la production n'est pas dans les OP. Alors, ce qu'on appelle les OP, c'est... l'organisation professionnelle, donc coopératives. Les coopératives. Ouais, on va dire ça rapidement. Et puis, moi, je me suis intéressé aux coopératives. C'est une catastrophe. Hein. Je me suis intéressé à une en particulier qui s'appelle la COPMAR. Oui. Alors, il semblerait, en prenant le conditionnel pour ne pas prendre un nouveau procès dans la tête, que les administrateurs soient endettés vis-à-vis de leur propre coopérative. C'est interdit. Oui. Vous êtes au courant de ça? Oui. Et on devrait approcher les 4 millions d'euros. C'est une vieille affaire. Oui, non, mais attendez. Ça revient après 3-4 non, mais quand les jeunes arrivent, on leur dit, écoutez les frères, pour être plus efficace, tout ça, il faut aller vers les coopératives, vous mettre dans une coopérative parce que c'est plus simple, et puis de toute façon, pour toucher le POSEI, il faut mettre dans une coopérative, et puis qui découvrent qu'il y a des types qui sont à la tête d'une organisation, qui ont eu des engrais, du matériel payés par la coopérative et ils n'ont jamais remboursé et ils sont administrateurs. Normalement, c'est interdit, ça. Oui, que fait la police? Non, enfin, je ne suis pas... Non, entre guillemets. Non, mais je ne suis pas juge. Il y a une réalité, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a une coopérative brasse 50 tonnes, 500 tonnes, 800 tonnes, forcément, il crée des difficultés. Et l'idée de multiplier les coopératives, parce que l'État, en voulant faire fonctionner son POSEI, a donné des accords sur des OP, sans contrepartie réellement, on a vu multiplier les OP. Une petite coopérative à La Réunion, c'est 40 000 tonnes. Ici, tu as 10 coopératives à 800, 900 tonnes. Donc forcément, quand cette personne-là, un comptable, un comptable, en autre fonction, j'en passe, en directeur, forcément, c'est les agriculteurs qui en bâtissent. Donc il n'y a pas suffisamment de recettes. Et à un moment ou un autre, les agriculteurs ne sont pas payés, etc. Donc, moi, je pense que le problème des coopératives aujourd'hui, c'est que les tailles ne sont pas non, mais au-delà des tailles, il y a un problème. Et forcément, après, il y a aussi la formation des gars. On va mettre un agriculteur qui n'a peut-être pas qui ne s'est pas formé, et puis à la tête d'une structure économique. C'est comme une structure économique. José, ça va quand même très loin, parce que là, on a découvert, par exemple, en faisant nos petites enquêtes,
qu'il y a des présidents de coopératives qui payaient leurs salariés avec les chéquiers de la coopérative. Vous êtes au courant de ça? Oui, j'ai entendu. C'est vrai que ce n'est pas une nouvelle affaire, hein. Oui. Je reviens là-dessus. Oui, non, mais c'est une affaire qui date depuis un certain nombre de temps. Ouais. Moi, je pense que la justice doit faire son job. Hein, moi. Bon. Sur ça, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Si j'ai une difficulté, que la justice me... Et que, moi, je n'ai pas d'état d'âme à ce sujet. Mais parce qu'on parle de l'avenir de l'agriculture, est-ce que toutes ces problématiques-là, parce qu'il y en a des affaires, hein, notamment l'affaire Madivial en particulier, qui est quand même emblématique d'un certain nombre de dérives, est-ce que c'est sain pour que des jeunes puissent venir dans un milieu où il y a autant de problématiques? On les a vues, hein, vous avez vu, on a fait toute une liste là, plus ces problématiques, on va dire, d'honnêteté, globalement, pour être gentil, d'honnêteté. Si vous deviez porter un jugement sur la probité des organisations de l'agriculture en Martinique, vous diriez quoi? Moi, ça fait, c'est pas plus de 40 ans, même un peu plus que je suis dans le monde agricole, j'ai tout vu. Et je pense que dans le monde agricole, comme partout, il y a des gens honnêtes, et puis il y a des gens qui sont moins honnêtes. Ouais. Mais une structure reste une structure. Après, il faut quand même considérer que la diversification, aujourd'hui, elle a 70 ans. Hein, les premiers de la diversification, c'est des gens comme Mauvais Etienne, comme Guy Renard. Donc on a dû rattraper en 70 ans une agriculture française qui a des siècles de... Oui, donc, on va pas non, mais c'est compliqué parce qu'au fond, on n'a pas des gens formés, et on n'a pas des écoles de formation des cadres agricoles. Donc, au fond, on a eu des gens de bonne volonté au départ qui ont pris des responsabilités dans des coopératives sans aucune formation. Et très certainement, il y a eu des déviances. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des déviances, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui, aujourd'hui, c'est le facteur le plus limitant. On a ça un peu partout, même dans des endroits où on n'y pense pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un problème. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, si c'est vraiment qui vole, qu'il y a la jolle, mais pas avocat paye. Alors. Et donc, s'il y a des reproches et que la justice est saisie, qu'il fasse. C'est pas moi qui ai monté et frappé et aller défendre personne s'il faut en malversation. Bon. Ceci dit, je pense que c'est pas ça l'essentiel des difficultés. On a vu qu'il y a tellement de difficultés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir un peu le schéma même du fonctionnement des coopératives, qui est devenu très sévère d'ailleurs. Et puis, former les gens, parce qu'il y a des gens qui confondent beaucoup de choses. Ils peuvent confondre une coopérative avec pocherie. Ou bien sûr, non, mais il y a ça, pas ça. Comme l'émission est quasiment terminée, je pourrais pas vous laisser partir sans parler du poids des importateurs de fruits et légumes qui, à de multiples reprises, impactent le marché volontairement. C'est quoi vos relations en fait avec la grande distribution? Pas tant les distributeurs finaux, hein, mais les grossistes, etc. Parce qu'il y a des fonctionnements là aussi chez les grossistes. C'est un anarchie. C'est de la folie furieuse. Alors on m'a signalé un grossiste qui achète des produits et qui prend des certificats d'analyse de sol chez quelqu'un qui a un hockey et puis qui l'utilise pour des trucs dont on ne connaît pas l'origine. Bon, c'est un exemple, mais les CE, ils font l'appui et le beau temps, finalement. À mon avis, c'est un peu notre faute qui n'a pas su mettre en place des structures comme une interprofession. Là, j'étais encore en réunion hier pour mettre en place l'interprofession qui devait régulariser tout ça. Le problème, c'est que la nature hors du vide. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a l'anarchie le plus totale sur les prix, sur les origines, sur la traçabilité. Sur les commodes, avec une baisse de prix. On ne sait rien. On voit. Moi, j'ai vu de la pastèque se vendre à 60 centimes. À 60 centimes vendus aux clients. On paie à quel prix l'agriculteur? J'ai vu de la banane jaune vendre à 70 centimes. À quel prix on paie l'agriculteur? Donc voilà, il y a une vraie... Non, c'est vraiment un vrai manger cochon. Non, mais c'est ça, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Sans jeu de mots. José, c'est fini. Oui. Donc on va être obligé de faire un numéro 2. Oui, j'ai même pas parlé de la cocaïne dans les conteneurs. Vous voyez? Bon, on arrête. Stop. On a passé un moment furtif, comme dirait l'autre, très rapide, mais je pense que c'était essentiel pour que les gens comprennent que c'est un secteur qui est compliqué, complexe, mais extrêmement intéressant. Oui, très voilà. Très en tout cas, merci d'avoir accepté. Mais merci, je ne pensais pas passer aussi bon moment. Merci et nous vous disons à la semaine prochaine. D'accord.